Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Les têtes commencent à s'afficher aux fenêtres, sur les voitures, sur les panneaux. Ça ne devrait pas vous avoir échappé, les élections communales approchent. Et à cette occasion, le Centre d'action laïque a décidé de publier un mémorandum reprenant ses préoccupations. L'école, l'impartialité, la solidarité, mais aussi l'engagement et la participation citoyenne. Alors la participation citoyenne, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ce terme de citoyen n'est pas galvaudé? Nous allons poser toutes ces questions à nos trois invités. Alors bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors tout d'abord, donc Florence Wautelet, vous êtes chargée de mission études et stratégies au Centre d'action laïque et c'est vous qui avez coordonné la rédaction de ce mémorandum dont on parlait et dont on va encore parler pendant l'émission. Vincent Jacquet, vous êtes politologue, chargé de recherche FNRS à l'Université catholique de Louvain, donc l'UC Louvain comme on dit maintenant. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de la participation citoyenne. Et enfin, Philippe Marchal, vous êtes directeur adjoint au Territoire de la mémoire. Territoires qui ont lancé un appel il y a quelques mois aux communes pour qu'elles disent non aux propositions de loi sur les visites domiciliaires. On aura l'occasion d'en discuter. Alors, tout d'abord, Florence Wautelet, ce mémorandum, finalement, pourquoi le CAL a décidé d'écrire un mémorandum? Comment il a été constitué? Alors ce mémorandum, effectivement, c'est un travail collaboratif. Tout d'abord, un travail collaboratif entre nos 7 régionales du Centre d'action laïque et la cellule d'études de stratégie du CAL, dont je fais partie, et qui a été édité en plus de 5000 exemplaires et qui a été largement diffusé, d'une part vers le monde politique, d'autre part via les niveaux de pouvoir communaux et provinciaux, via nos régionales, et bien entendu vers le grand public, avec notre site internet créé pour l'occasion, memorandum2018.laïcité.be. Le site devrait apparaître un moment dans l'émission. Exactement, et bien entendu aussi avec l'organisation de débats, de colloques, d'événements et de rencontres. Et donc pour le Centre d'action laïque, c'est particulièrement important de pouvoir saisir le momentum que représentent les élections, pour d'une part pouvoir rappeler les valeurs qui sous-tendent l'action du Centre d'action laïque, mais également lorsqu'on a rédigé un tel document, c'est très utile et tout à fait agréable et important de pouvoir se confronter et discuter avec l'ensemble des citoyens, des représentants politiques et pouvoir leur soumettre ce document à leurs remarques et leurs idées. Et l'objectif, c'est quoi? C'est une aide au vote, finalement? Donc, ce n'est pas un manuel de pour qui voter. On ne va pas donner, bien entendu, des consignes de vote. C'est vraiment une aide à pouvoir comprendre comment voter, décrypter les programmes politiques en ayant à l'esprit les valeurs laïques. Et donc, il y a 7 thématiques qui ont été développées dans ce document et toutes ont été développées sous l'angle des valeurs laïques, de liberté, d'égalité et de solidarité. Vincent Jacquet, ce type de document, finalement, est-ce que ce n'est pas déjà une forme de participation citoyenne? En effet, oui. Je pense que ça montre que les élections, ça ne se limite pas uniquement à des candidats et des listes qui font certaines propositions. Mais on voit que pendant la période qui précède les élections, pendant la campagne, les citoyens et les groupes peuvent eux-mêmes agir et faire des propositions et rentrer en débat avec leurs futurs élus. D'accord. Avec, j'imagine, l'intention que ça serve avant, mais aussi après, qu'après les politiques s'emparent aussi de certaines propositions, recommandations. J'imagine c'est un des objectifs. Exactement. Le document a vocation à servir en amont, tant pour l'élaboration des programmes et pour les thèmes de campagne des différents partis politiques. Et nous avons organisé une série au Centre d'action laïque, une série de débats qui avaient pour thématique principale ce mémorandum. Mais ça doit rester aussi, bien entendu, après un document qui permet de vérifier dans quelle mesure les partis qui, en amont, s'estimaient proches des valeurs laïques et des thématiques développées dans le mémorandum, dans un sens d'organiser le contrôle démocratique et de voir dans quelle mesure est-ce que ces mesures ont été effectivement implémentées. Alors, donc, il y a un chapitre de ce mémorandum qui parle de la participation citoyenne et vous me disiez que dans les débats où vous avez été à la rencontre de la population, c'est un thème qui revenait très souvent. Alors, Vincent Jacquet, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle de participation citoyenne, de liste citoyenne, enfin, le terme citoyen est un peu galvaudé. Concrètement, qu'est-ce que ça peut être la participation citoyenne aujourd'hui à l'échelon communal ?
En effet, quasiment, lorsqu'on regarde l'offre politique au niveau local dans chacune des communes en Belgique, on voit que chacune des listes, chacun des partis se présente comme citoyen. Et ça peut parfois être assez compliqué pour le citoyen de comprendre ce qu'il y a derrière. Si on essaie de prendre un peu de recul et de voir les réalités qu'il peut y avoir derrière ce label, on voit qu'il y a au moins 3 choses en fait. La première, c'est citoyen par la composition de la liste, c'est-à-dire cette idée que dans certaines listes, on n'a pas des professionnels de la politique, ni même des personnes qui seraient déjà actives dans des partis politiques. La deuxième façon de regarder ça, c'est le processus en amont de la constitution de la liste et le processus qui a donné naissance au programme. Et on voit que toute une série de listes au niveau local se sont basées sur la participation directe des citoyens pour construire leur programme. Et la troisième façon de parler des listes citoyennes, c'est de regarder leurs propositions en elles-mêmes. Et on voit que beaucoup de listes proposent d'avoir un lien beaucoup plus important entre le citoyen et la prise de décision entre les échéances électorales. Et donc sont en faveur d'une plus grande démocratie participative et délibérative au lendemain des élections. Et alors justement, quelle forme est-ce qu'elle peut prendre, cette démocratie participative alors on sait qu'il y a par exemple les budgets participatifs, est-ce que ça s'est fait beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent ça sur leur liste? Alors les budgets participatifs, c'est quelque chose qui est permis par la législation belge, mais qui jusqu'à maintenant a été très peu utilisé. Et on voit par rapport à toute une série de scandales et d'évolutions de la société, aujourd'hui, de plus en plus de listes proposent de mettre en place, après les élections qui arrivent ici, des budgets participatifs. Alors c'est un mécanisme assez connu de participation citoyenne qui permet à la commune d'allouer un certain budget aux investissements, et ces investissements ne seraient décidés non pas par le conseil communal, qui est la procédure classique, mais par une procédure participative en pyramide où les citoyens pourraient petit à petit faire des propositions et prendre des décisions par rapport à cette allocation de budget d'investissement. D'accord, donc ça c'est un cas très pratique. Alors du coup je me tourne vers vous Philippe Marchal, donc au niveau des territoires de la mémoire, vous aussi vous avez fait une interpellation très pratique puisqu'il y a quelques mois vous avez décidé de vous opposer à la proposition de loi sur les visites domiciliaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle était votre démarche à ce moment-là? Oui, tout à fait. Mais avant d'expliquer vraiment la démarche, j'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire. On constate, nous, dans notre pratique quotidienne, qu'il y a de plus en plus de participation de citoyens. Les conseils communaux d'enfants, les conseils de jeunes, par exemple, également, les budgets participatifs dans les communes. Et je suis toujours un petit peu intéressé quand j'entends, par exemple, les Suisses, les grands-ducaux, les Français, qualifier la citoyenneté. Parce que c'est un mot tellement galvaudé, comme vous le disiez, qu'il me semble nécessaire de qualifier la citoyenneté. Et nous, on la qualifie en disant, par exemple, que c'est démocratique, citoyenneté démocratique, active, responsable, etc. Alors, ce que nous avons essayé de faire au territoire de la mémoire, il faut savoir que le territoire de la mémoire, c'est une association mémorielle créée par des anciens rescapés des camps nazis et par le Centre d'action laïque de la province de Liège. Et donc, quand on a eu vent de ce projet de loi pour les visites domiciliaires, on a très vite évidemment trouvé que ça atteignait fondamentalement à 2 principes, la violabilité du domicile, mais aussi la vie privée, mais aussi ça enclenchait toute une sorte de représentation péjorative par rapport à la situation des migrants. Alors, ce que nous avons fait... Oui, juste peut-être pour rappeler, effectivement, cette proposition de loi sur les visites domiciliaires permettait, alors en gros, on va dire en résumé, qu'on vienne à notre domicile, qu'on perquisitionne en quelque sorte le domicile si on nous suspectait d'héberger des migrants ou d'avoir des sans-papiers chez nous. On va dire en résumant très en France, ils avaient été plus loin, puisque le délit de solidarité existait, un peu moins maintenant. Enfin, voilà. Et donc, les territoires de la mémoire, parce que c'est de la résistance et de l'engagement et de la citoyenneté, on a très vite trouvé qu'il fallait agrandir le réseau, et on a créé le réseau Territoire de mémoire, qui est un cordon sanitaire éducatif, finalement, qui est composé de plus de 200 partenaires, dont beaucoup de communes, beaucoup de villes, beaucoup de provinces, toutes les provinces de la Belgique, et aussi des personnes et des associations à l'étranger. D'accord, et qui s'engagent à faire ce travail de mémoire. Et qui s'engagent à faire ce travail de mémoire, mais à défendre la démocratie. Puisque les visites domiciliaires, c'est une atteinte à la démocratie et aux droits fondamentaux. Et donc, on leur a simplement proposé d'examiner dans leurs conseils communaux la proposition de motion pour rejeter les visites domiciliaires.
Et on a été surpris par le résultat. Alors, je ne dis pas qu'on a enclenché ça tout seul, mais il y a quand même près de 150 communes qui ont voté pour, il y en a 25 qui ont voté contre, et finalement, et on est content de cela, c'est que le gouvernement a fait marche arrière pour l'instant. Hein, en tout cas, il a mis la proposition de loi au frigo. Alors, de toute façon, les territoires de la mémoire et d'autres acteurs mémoriels continueront à être attentifs et très attentifs pour voir si ça ne va pas revenir à un moment donné, parce que c'est vraiment un affront pour la démocratie. Vincent Jacquet, on voit que dans ce cas-ci, la proposition de loi, elle dépasse le niveau communal. Ce n'est pas aux communes, finalement, de voter sur les visites domiciliaires. Du coup, en quoi ce genre de motion peut quand même avoir une influence? Ou est-ce qu'elle, enfin, pour vous, est-ce que ça a une influence ou pas? On voit qu'ici, visiblement, la proposition est mise au frigo suite certainement à ça ou à d'autres choses, mais en tout cas, ça a certainement participé. Quel rôle est-ce que ça joue, ces motions, finalement? C'est toujours difficile de voir si une seule motion, une seule décision, une seule proposition a un impact final sur la prise de décision au niveau public. Ce que ça montre en tout cas, c'est qu'un élan dans la société civile, reconnu pour partie par les pouvoirs publics, par l'intermédiaire des pouvoirs locaux, peut permettre à d'autres niveaux pouvoirs d'avoir une influence. D'accord. Et vous avez vraiment ressenti ça, cette envie des communes de se positionner dans le débat Oui, mais depuis la création du réseau, il n'y a pas que pour ça. Hein, aussi, par exemple, les commémorations commencent à changer les projets avec les élèves et les écoles dans les communes. Au sujet de la mémoire, bien entendu, commence à changer aussi. Mais ça aussi, et nous, on a vu un impact. Je ne dis pas que ça nous a surpris, on a été heureusement surpris, j'ai envie de dire quand même comme ça, mais moi je crois que c'est vraiment comme ça qu'on peut arriver à faire de la résistance. Et résister seul, c'est bien, mais résister ensemble, c'est encore beaucoup mieux. Et c'est un peu ça le message des territoires de la mémoire. Et c'est ce qui est rappelé aussi par le port du triangle rouge que je porte et que beaucoup de citoyens portent maintenant. C'est que on est contre les atteintes liberticides, et on est pour la démocratie et on résiste aux idées dangereuses pour la liberté. Et donc ça montre aussi qu'il y a des petites choses qui peuvent se passer au niveau communal et qui peuvent avoir du poids ensuite au niveau plus global. J'imagine que ça ressort peut-être aussi des débats que vous avez eus. Ça ressort des débats et je pense que ce qui est intéressant aussi avec ces motions, même si elles peuvent rester de l'ordre symbolique au niveau local puisqu'on n'est pas au même niveau de pouvoir, c'est que ça permet aux citoyens de demander à leurs représentants locaux de se positionner aussi sur une question qui est dans notre niveau de pouvoir, mais qui est hautement symbolique au niveau démocratique, que ce soit, il y a eu des motions comme telles aussi sur le CETA, sur le TTIP, sur les visites domiciliaires, et donc le citoyen, soit par interpellation, soit par contact avec des membres du conseil communal, fait en sorte que ces représentants politiques au sein des conseils communaux s'expriment sur des questions aussi fondamentales que l'atteinte à nos libertés fondamentales. Oui, Vincent Jacquet. Ça montre en fait que la participation, elle n'est pas à opposer à la démocratie représentative et à la démocratie électorale. Et tous les dispositifs de participation à tous les niveaux de pouvoir, du niveau local jusqu'au niveau international, elles ont toujours en fait pour but d'associer le travail des élus à tous les inputs que peuvent proposer les citoyens par rapport à la délibération publique et à la prise de décision. Et en même temps, par exemple, il y a le système d'interpellation citoyenne qui existe vraiment, mais on sait que c'est très lourd de façon administrativement. Est-ce que parfois on ne risque pas de décourager aussi les citoyens? Parce qu'on leur dit qu'il y a des dispositifs qui existent, mais en fait c'est tellement lent et lourd à mettre en œuvre qu'ils se découragent avant que ça n'aboutisse. Oui. Et ça montre que souvent, lorsqu'on essaie de mettre en place des dispositifs de participation citoyenne, le diable, comme toujours, se loge dans les détails. Et c'est par la mise en place et les détails de mise en place pratique qu'on va pouvoir véritablement essayer d'engendrer une nouvelle dynamique. On le voit par exemple avec les mécanismes d'interpellation citoyenne qui existent dans les décrets, mais c'est tellement compliqué au niveau local parfois de faire une demande que ça décourage beaucoup de citoyens de le faire. Et de la même façon, lorsque des communes essayent de mettre en place des conseils consultatifs, des panels citoyens, c'est souvent en mettant beaucoup d'attention à l'organisation pratique pour faciliter la participation de chacun, en mettant en place des crèches, par exemple. On sait que c'est une variable qui est très importante. C'est avec ces petits détails-là qu'on va pouvoir peut-être engendrer une dynamique plus importante. Oui, Philippe Marchal. Oui, c'est vraiment très intéressant ce que vous dites. À un moment donné, les citoyens avaient l'air de dire on va confier les responsabilités de la gestion de la vie en politique, la vie en société, aux politiques et à nos élus. Mais il y a aussi, même si c'est lourd, même si c'est difficile,
c'est pas une raison pour renoncer. Hein. Et donc, effectivement, moi je constate depuis quelques années que toutes ces initiatives citoyennes commencent à avoir du poids. Les citoyens, vous, moi, eh ben, on n'est plus bouche bée devant certaines décisions, etc. Et il y a plein d'initiatives empreintes de solidarité, empreintes d'humanisme, etc., qui se jouent pour l'instant. Si on prend le problème, c'est pas un problème, si on prend la crise des migrants, la soi-disant crise des migrants, quand on voit ce qui se passe avec le parc Maximilien et la plateforme Réfugies, par exemple, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas que dans le domaine politique, il y a aussi dans le domaine de l'environnement, par exemple. Et donc ça, je crois que les citoyens reprennent petit à petit leur fonction de citoyen, parce que c'est bien ça. Alors, le mémorandum et les élections, c'est un momentum, comme vous disiez, mais ça dépasse ça. Ça dépasse, ce n'est pas qu'un momentum. C'est l'occasion de se faire entendre à un moment clé, on va dire. C'est ça, exactement. Ici, en plus, à un niveau local, qui est un niveau sur lequel peut-être on a l'impression qu'on peut avoir plus d'influence directement. Vincent Jacquet, vous avez participé en tant qu'activiste, je vais dire, mais aussi en tant que chercheur au G1000. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler juste en quelques mots ce que c'était le G1000 et voir peut-être ce que vous avez retenu de cette expérience, en positif et en négatif, pour voir s'il y a des choses qu'on pourrait appliquer au niveau communal. Ouais. C'est une grande expérience de démocratie délibérative, qu'on a l'habitude de le dire. Rappelez-vous, on était dans la situation en Belgique de pays où on allait gagner le record du monde de pays sans gouvernement fédéral de plein exercice. Et dans cette situation de blocage, de tension de la démocratie représentative, où les partis politiques n'arrivaient pas à trouver un accord sur une potentielle réforme de l'État, il y a tout un groupe de citoyens qui a décidé de se mettre ensemble et qui essayer d'imaginer d'autres façons de faire démocratie. Et ils ont imaginé donc cette grande expérience qu'était le G1000, dont le point culminant était cette réunion à Bruxelles de 1000 citoyens tirés au sort parmi l'ensemble de la population qui sont venus discuter à Bruxelles de 3 sujets de politique publique. Alors, si on essaye d'analyser cette expérience, on peut sans doute dire 2 choses. La première, c'est que ça montre que les citoyens sont capables de participer à ce type de débat, qu'ils en ont les capacités, et que surtout, si on prend le temps de mettre en place les conditions pour avoir une délibération qui sont sereines, les citoyens peuvent faire des propositions intéressantes. Mais ce que ça montre également l'expérience du G1000, c'est que c'était une innovation, une proposition qui émanait uniquement de la société civile, complètement déliée du processus institutionnel de prise de décision publique. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'au final, ça a eu peu d'impact sur le contenu même de la décision. Par contre, on voit que ça a eu un impact assez important en Belgique, à la fois au niveau local et au niveau national, sur la réflexion plus globale qu'on peut avoir par rapport à ce qu'est la démocratie, quelle est la place du citoyen en démocratie. Et le G1000 a fait de nombreux petits, si on veut, à la fois dans le champ public, puisque quasiment tous les parlements en Belgique, et on en a beaucoup, ont mis en place leur propre panel citoyen, mais également au niveau local, où toute une série d'organisations de la société civile se sont inspirées du G1000 pour mettre en place des processus de démocratie délibérative, afin de permettre donc à des citoyens, avec leurs différentes expériences, de se rencontrer, de prendre connaissance de problèmes et de faire des propositions au monde politique, mais à la fois aussi des propositions aux autres citoyens pour avoir des actions autonomes. Est-ce qu'il n'y a pas parfois aussi des effets pervers? Je me dis, est-ce que ce n'est pas toujours peut-être les mêmes citoyens qui vont se proposer pour faire partie de ces panels? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut constater alors, ma question est un peu ouverte à celui qui veut répondre. Mais... Moi, je n'ai pas forcément une réponse d'expert en la matière, mais je dirais qu'effectivement, pour en avoir discuté avec des citoyens lors de nos débats, il faut rester très attentif pour ne pas avoir une espèce de reprofessionnalisation à côté de cette participation citoyenne, parce que ça prend du temps, parce qu'il faut pouvoir s'exprimer, parce qu'il faut pouvoir faire passer son point de vue, et que ça n'est pas le cas de tout le monde. Il faut quand même avoir certaines compétences et vraiment avoir la formation et le temps nécessaire. Et donc, il faut que les pouvoirs publics trouvent les outils pour pouvoir toucher tout le monde et que ce soit représentatif de la population dans son ensemble, et pas ceux qui crient le plus fort ou qui arrivent à se faire le plus entendre, en fin de compte. Oui, Vincent Jacquet. C'est peut-être ça qui permet en fait de dissocier différentes formes de démocratie participative, particulièrement au niveau local. On a beaucoup de conseils consultatifs, où souvent la participation est assez libre. On a un effet d'autosélection assez important, c'est-à-dire qu'on retrouve souvent les mêmes personnes.
mais dans les dernières expériences de démocratie délibérative, qui ont souvent recours au tirage au sort, on voit qu'on arrive à aller au-delà de ces biais. Ce n'est pas facile, mais on peut aller chercher, notamment grâce au tirage au sort, des personnes qui disent qu'elles ne seraient jamais venues si elles n'avaient jamais été tirées au sort. Et donc, essayer de tendre, non peut-être pas vers une représentation descriptive parfaite de la population, mais en tout cas d'avoir dans ces panels consultatifs différentes expériences de vie, une diversité en matière de genre, en matière de niveau d'éducation, en matière de rapports différents aux difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, qui est très riche et c'est de par cette diversité qu'on peut développer une délibération intéressante. Philippe Marchal, je voulais réagir. Oui, réagir simplement en disant que c'est aussi le rôle des associations, hein, d'encadrer, d'amener les gens à réfléchir, à poser des actes citoyens, etc. Et ça, ce n'est pas gênant. Je trouve que c'est vraiment la fonction même de l'éducation permanente, des associations. Et je trouve ça plutôt réconfortant, personnellement. Oui, de dire que le rôle que vous jouez, par exemple, au territoire de la mémoire, qui est ce rôle sur le travail de la résistance, de l'engagement, a son rôle à jouer. Alors, un autre point qui est développé dans le mémorandum, c'est la question de l'école. Et donc, je voulais rester avec vous, Philippe Marchal, parce que vous travaillez beaucoup avec les écoles. Oui. Et donc, on voit que c'est une préoccupation aussi importante. Au niveau communal, les écoles ont aussi un vrai rôle à jouer. Alors, peut-être pas nécessairement sur le programme, mais sur comment tout est mis en place, comment la vie de l'école s'organise. Et vous aussi, les contacts que vous avez avec les écoles pour organiser les animations et autres. Je dois préciser que moi, je suis enseignant au départ. Donc, les écoles, j'ai connu, j'ai travaillé dans les écoles. Et je trouve qu'il y a une évolution intéressante également, c'est que dans les écoles, maintenant, on parle beaucoup de citoyenneté. Il y a un décret citoyenneté, il y a des décrets missions. Il y a le cours de philosophie. Il y a le cours de philosophie, 1 heure, bientôt 2, j'espère. Hein, et donc, c'est important. Et quand les jeunes qu'on rencontre, mais même à partir de la 5e année primaire fondamentale, par exemple, hein, mais aussi après dans l'enseignement secondaire, une fois qu'on les inscrit dans des projets mémoriels pour notre part, mais autres aussi éventuellement, eh bien alors c'est vraiment quelque chose de très riche. Et je n'en veux pour preuve que le nombre d'écoles qui nous sollicitent pour mener des projets, pas nécessairement sur la guerre ou les camps de concentration, mais sur la citoyenneté aujourd'hui, sur la pratique de la citoyenneté, sur ce que les jeunes considèrent comme un problème pour eux ou pour l'avenir. Et parfois on dit les enfants, les jeunes n'ont plus rien à dire, ils sont tout à fait avachis, on va dire comme ça, on entend ça souvent. Eh bien moi je témoigne que ce n'est pas vrai, à condition évidemment de les inscrire dans des projets où ils sont vraiment acteurs. Florence Watelet. Juste pour l'anecdote, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, le Centre d'action laïque était présent aux journées portes ouvertes de l'ULB la semaine passée et les jeunes ont énormément de choses à dire. On leur a présenté notre mémorandum, notamment pour ceux qui votaient pour la première fois. Ils avaient des milliers de questions et ils étaient extrêmement intéressés et c'était exaltant de pouvoir discuter avec eux. Donc, ils ont des choses à dire si on les laisse dire et si on sait les écouter. C'est certain. À votre avis, Vincent Jacquet, est-ce que ce serait intéressant justement dans des écoles d'instaurer ces processus un peu de démocratie participative? On voit que dans certaines écoles, c'est déjà un peu le cas, mais pour vous, c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre dès le plus jeune âge? Oui, il y a souvent des dispositifs qui existent au niveau communal qu'on pourrait en fait transférer dans les écoles. Et ça existe déjà notamment en France, où certaines écoles ont adopté des budgets participatifs, où les enseignants, les personnes issues du corps administratif et les élèves participent ensemble à des réflexions pour organiser la vie de l'école. D'accord. Florence Watelet, il y a aussi un autre point, mais tout se regroupe toujours un peu puisqu'on reste sur le niveau communal, mais il y a un autre point qui me paraissait important, c'est la question de l'égalité homme-femme, parce qu'on voit que là aussi, au niveau communal, le niveau communal peut servir de levier finalement sur cette question-là. Exactement, c'est un levier extrêmement important, d'autant plus que maintenant en octobre 2018, le scrutin communal sera le premier au cours duquel on va instaurer la tirette complète. Donc pour rappel, c'est l'alternance, un homme et une femme sur l'entièreté de la liste des candidats et également après, une fois le vote réalisé, la composition du collège, un tiers du collège au minimum devra être composé de femmes.
ou d'hommes aussi d'aventure. La majorité devait être inverse à l'habitude. Et donc c'est particulièrement important et interpellant ce genre de mesures correctrices et de quotas. On peut avoir un avis partagé sur la question. Je pense qu'en soi, personne n'estime que ce type de mesure est une fin en soi, est une solution idéale, mais elle me semble absolument nécessaire pour arriver à une représentativité de la femme au niveau politique et sans devoir attendre pour autant 150 ans sans doute. Et donc, quelques chiffres... éviter aussi peut-être d'avoir toujours l'échevine de la petite enfance. Exactement. Donc, si on regarde, et jamais l'échevine des finances, par exemple. Exactement. Si on regarde un petit peu de plus près ces chiffres, donc les disparités existent uniquement au niveau quantitatif. Donc, à Bruxelles, 2 bourgmestres seulement sur 19 sont des femmes. En Wallonie, on plafonne à 15%. La constitution des collèges avec les échevins et les échevines est tout aussi déséquilibrée. Et comme vous le disiez, les stéréotypes qui sont accolés au genre masculin ou féminin dans la vie de tous les jours, eh bien, sont reproduits dans le monde politique, puisque dans 80% des cas, l'échevinat de l'urbanisme, de la mobilité et des finances est voué à un homme, tandis qu'à l'inverse, les portefeuilles de la petite enfance, de l'action sociale et de l'égalité des chances sont dévolus à des femmes. Donc c'est tout de même assez interpellant à ce niveau-là. Et donc dans le mémorandum, on propose une série de mesures et de propositions concrètes, dont celle de systématiser l'existence d'un échevinat avec un budget afférent et une administration liée à l'égalité homme-femme. Alors juste pour faire le lien, bien sûr, avec la participation citoyenne, le monde associatif, qu'il soit le monde féministe ou non féministe, le monde associatif et les citoyens et citoyennes ont des choses à dire, peuvent exprimer leurs besoins et présenter des solutions. Et donc, il faut que les pouvoirs publics les entendent, les interrogent. Et une meilleure égalité entre hommes et femmes passe, bien entendu, par une meilleure participation citoyenne également. Comme ça, la boucle est bouclée. Je vais peut-être juste rappeler le site internet. Donc, c'est memorandum2018.laïcité.be. Voilà, donc là, vous pouvez trouver le document, le commander et donc le consulter. Donc, pareil, c'est une aide pour ceux que ça intéresse. Et en tout cas, on va dire quoi, le résumé, ce serait tout le monde peut se faire entendre. Il suffit de se faire entendre et de le vouloir et de s'engager. Ça pourrait être un peu le résumé de ce que vous avez dit. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.